Una candida fede a quel consiglio infelice m'appiglio, sposo del nostro sangue. À l'occasion de la production de Cerse de Francesco Cavalli à l'Opéra de Lille, dont le Centre de musique baroque est partenaire, nous avons organisé un atelier d'interprétation consacré au récitatif dans l'opéra italien et français au XVIIe siècle. Il s'agit d'un opéra italien qui avait été créé en 1654 à Venise et qui a été repris en 1660 à Paris pour le mariage de Louis XIV. This workshop is part of a larger project called the Sang War between Venice and Paris, which started in February with a conference at the University of Pennsylvania in Philadelphia, my home institution, called The Power of Affections, La Forza degli Affetti, Poetry, Music and Spectacle in 17th Century Opera Librettos. So we pay particular attention to the text, and this is the bridge between research and performers. And we believe that the interaction between the two is extremely fruitful and productive, that we learn as musicologists from performers and vice versa. And this workshop has been a demonstration that this is really productive. Depuis 2 ans, on mène une réflexion avec des collègues musicologues, mais aussi des interprètes qui sont concernés par la pratique de l'opéra du XVIIe siècle, l'opéra italien et l'opéra français. Une des difficultés pour les chanteurs, c'est quand ils abordent le récitatif italien, donc c'est une syntaxe très très complexe. Comment les aider à comprendre, pas seulement dans leur tête, mais aussi, disons, un peu plus physiquement, concrètement, comment ces phrases fonctionnent. Et nous sommes de plus en plus persuadés qu'il faut envisager une collaboration interdisciplinaire pour aboutir à des résultats efficaces et le rendre plus accessible. Donc l'exercice que je leur ai demandé, dans lequel je les ai guidés, c'est un exercice que j'ai appris en travaillant sur Shakespeare. Évidemment, il n'y a pas de source sur le récitatif italien pour le jeu. Et l'idée, ça a été d'aller voir si, dans le travail qu'on fait sur Shakespeare, il y avait des choses, des outils qu'on pouvait utiliser pour l'italien. Effectivement, il y en a plusieurs. Et donc, la chose qu'on a fait, c'est une transposition d'un exercice qu'on fait sur Roméo et Juliette, pour dire, et transposé à Cavalli. Et en fait, ça marche très très bien. Je pense que les chanteurs le trouvent très utile. Et surtout, je pense que ça affecte vraiment leur façon de jouer, quoi. Et de dire, surtout de dire. Quel nemico rubel, quel guerriero crudel. Il magico stupor di chi sen fugge e vive senza capo, oh come lieve. Abbandonata e sola, sei il crudo che mi ingolla la libertà nel cuore. On a travaillé le français, l'italien, on a travaillé beaucoup la diction, on a travaillé beaucoup les consonants, on a fait des exercices que je n'ai jamais fait dans ma vie et que je vais mettre dans mes exercices que je fais tous les jours parce qu'ils sont très, très
Et pour la gymnastique de la langue française et italienne, ça aide beaucoup pour exprimer ce que tu veux dire et aussi pour se faire comprendre. Mi lasciò si mendica che per temporare in parte il mio dolore i sospiri mi restano in fatica. Mi lasciò si mendica che per temporare in parte il mio dolore i sospiri mi restano a fatica. Je crois que c'est très très intéressant et en plus de tout ça qu'on a parlé, d'histoire de littérature, de toutes les choses, je crois que ça fait un avant et un après de ma façon de chanter cet répertoire. Che farò, porque immensa fedelità al mio cuore tregua non dà. Che farò, se il rimedio è la morte, se il rimedio è la morte, io morirò. Che farò, oh che immensa fedeltà al mio duole tregua non dà. Che farò, se il rimedio è la morte, se il rimedio è la morte, io morirò. Il sole trafè pur l'amour. On connaît déjà beaucoup de choses sur l'air, par exemple, qui est un élément portant de l'opéra, un élément porteur de l'opéra du XVIIe, aussi du XVIIIe, mais on connaît relativement peu de choses sur le récitatif. Le récitatif, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, constitue la plupart de ce qu'on entend dans un opéra en termes de musique, non seulement en Italie mais aussi en France. Nous nous sommes donc interrogés sur les modalités d'interprétation du récitatif. Ça les oblige à une écoute de leur corps, à mon avis. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à parler sans sentir ce qui se passe, en physicalisant, si je puis dire comme ça, les choses. Ils doivent sentir les transitions d'une phrase à l'autre, à l'intérieur d'une phrase, les pauses, les tournants de la phrase, etc. Et donc, il y a cette sensation physique de la syntaxe, pour parler d'une façon un peu spécifique. La parte interessante di questo lavoro è stata sicuramente quella di poter lavorare su più aspetti di una stessa realtà, che è quella del recitativo, quindi avere la possibilità di lavorare con musicologi, con musicisti, con persone che si occupano dell'aspetto registico, dello spazio, quindi dedicare allo stesso recitativo tutta l'attenzione a 360 gradi. Amoroso, lascivo, avverti, osserva, guardati il ciel, nel sesso femminile, se castica si perde, il resto è vile. E in particolare nell'esercizio, per esempio, di prima, la cosa che ho trovato realmente utile per me era la possibilità di separare l'aspetto sintattico del discorso, quello che realmente stiamo dicendo, con l'aspetto poetico della metrica, e quindi la possibilità di fisicizzare, cioè mettere nel fisico l'aspetto sintattico e quindi rispettare la punteggiatura con il corpo, ma con la parola mantenere il senso della poesia. Quindi questa scissione del lavoro è stata sicuramente utile. E poi il lavoro sarà chiaramente portare questa scissione di nuovo ad un'unità, e quello ci lavoreremo. Amoroso,
lascivo, avverti, dovevate assai più che di meggera. Parce que les partitions ne livrent pas beaucoup d'informations à ce sujet. Et donc, il a fallu vraiment entamer une réflexion à partir du texte poétique et donc d'essayer de comprendre comment la musique revêtit, habille le texte et quels sont les enjeux de l'interprétation de cette musique et de cette poésie par la musique. L'enjeu est très simple, c'est-à-dire que dans ces dernières années, dans les années à venir, on joue et on va jouer de plus en plus des opéras du XVIIe siècle italien. Et donc il y a un besoin essentiel de donner des outils aux chanteurs pour aborder ce répertoire qui est extrêmement difficile. Et évidemment un répertoire qui n'a pas été joué pendant des siècles et des siècles. On a ressuscité le répertoire, mais évidemment on n'a pas ressuscité les chanteurs, il n'y a pas de traces écrites sur le type de jeu. Donc tout est à réinventer à partir de certaines sources. Donc c'est un peu ça, c'est retrouver des sources, retrouver des méthodes pour donner des outils aux chanteurs d'aujourd'hui de travailler un répertoire d'un passé quand même assez lointain. Ho trovato l'esercizio sul rafforzamento delle consonanti molto efficace e molto utile. Ritengo che possa essere utile sia a esercitare la pronuncia del testo, sia a trovare l'appoggio sulle consonanti. In preda al mio furore, merso nel sonno giace. Cosa che raramente si fa, raramente ci insegnano, raramente gli insegnanti insegnano ai cantanti a lavorare sulle consonanti, si lavora piuttosto sulle vocali. Invece la consonante ti dà un appoggio sul fiato, un appoggio di pronuncia molto utile all'espressione e anche alla tecnica. Parmi nos chanteurs, il y en avait, enfin si je peux dire comme ça, il y en avait aucun qui maîtrisait les deux formes. Et même parmi l'équipe, je pense qu'en fait, chacun d'entre nous était plus à l'aise dans l'un des deux genres, disons. C'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs nationalités. Donc on a eu la chance de faire le même morceau avec un interprète italien et un autre français. C'est vrai que la comparaison permet de prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire que quand on ne regarde qu'une seule chose, on voit moins que quand on met deux choses en vis-à-vis. C'était très compact, très riche d'expériences et d'échanges. Il y a eu beaucoup de théories, beaucoup de pratiques. Et moi qui appréhendais beaucoup le récitatif italien, puisque étant française, ce n'est pas ma langue maternelle, quand je le travaille, le récitatif en général, je le survole, je ne sais pas comment m'y prendre. Et là, j'ai reçu beaucoup d'outils, des exercices et des choses qui m'ont permis d'appréhender justement le texte, la traduction, les appuis, les rimes et en parallèle le récitatif français pour lequel je suis plus habituée. C'était très intéressant pour moi d'entendre la version italienne qui correspond à l'air d'Armide, au monologue, parce que c'est ma langue, le français, et j'ai eu le parallèle italien et c'était vraiment très enrichissant parce que les approches ne sont pas les mêmes.
Cet opéra a été remanié. On est intervenu sur la partition d'origine en modifiant par exemple les tessitures de certains personnages, notamment le rôle-titre à l'origine était en alto, en castrat évidemment à Venise, et dans la version de Paris, le rôle a été transposé pour baryton. Parce qu'il s'agit du rôle-titre et évidemment, il n'était pas envisageable que le rôle-titre qui est censé représenter le roi soit chanté par une voix aiguë. On s'est interrogé aussi sur les enjeux esthétiques de ces changements. Come già accennammo, sposa del nostro sangue, a piacer nostro destinamo a vita. Il grado mille dell'esser mio, vostra bontà eccede, così da noi richiede il vostro merito e il valor vostro. Ordite, l'approvate, assentite. Changer de tessiture, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue dramaturgique, changer la tessiture du personnage principal sur le long d'un opéra entier. En même temps, on a entendu aussi des danses de Lully dans la version parisienne de Xerxes, donc on a vraiment les prémices de la tragédie lyrique. Et ce n'est pas un hasard que les premières tragédies lyriques, les rôles-titres seront confiés à des basses-tailles. Ensuite, bien sûr, on connaîtra les hautes-contres, les jeunes héros seront des hautes-contres, mais les premiers protagonistes des tragédies lyriques sont des basses-tailles, des barytons. Et donc, on voit vraiment le lien, la filiation presque, d'un point de vue vocal, entre opéra italien et opéra français. Xerxes de Cavalli, dans sa version parisienne, représente un peu un cheminement entre l'opéra italien du XVIIe, l'opéra vénitien, et l'opéra français qui, évidemment, en 1660 n'existe pas encore, mais sera créé une dizaine d'années plus tard.